Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission hebdomadaire Le Feu. En direct du studio Abdoulaye Mahmoud Ba de l'Ouattaniya. Ce soir, on va parler des médias, de la presse et le rôle des médias dans l'unité nationale. Au cours des 50 dernières années, les médias électroniques, radio, télévision, films, jeux vidéo, Internet ont enveloppé le globe et ont transformé presque tous les aspects de notre vie. L'expression quatrième pouvoir désigne la presse qui peut servir de contre-pouvoir face à l'État, ça veut dire la vie politique ou économique, contrairement aux trois autres pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. La presse n'est pas une institution. Le concept de quatrième pouvoir renvoie à l'idée selon laquelle les médias auraient une forte influence sur les affaires publiques et sur les comportements des citoyens. Qu'ils soient publics ou privés, les médias jouent un rôle crucial. Ils soutiennent ou critiquent les gouvernements, dénoncent ou taisent les opinions et les méfaits de la société, donnent la parole au peuple ou omettent de parler en son nom. Nous sommes témoins de révolutions culturelles majeures qui ont un impact incroyable sur notre société. Cependant, cet immense potentiel pour influencer les cultures et façonner le monde a ses mauvais côtés. Les médias ne diffusent pas toute l'information. Ils la sélectionnent, ils la coupent, et ainsi le consommateur se retrouve devant un écran de fumée. Cette technique, opérée par les médias, peut être dangereuse, car on ne dicte plus aux gens ce qu'il faut, mais à quoi il faut penser. Les journalistes arrivent à nous faire assimiler leurs informations qui vont interagir sur notre croyance du monde. Donc pour débattre de ce sujet, j'ai invité pour vous, chers spectateurs, trois grands journalistes très connus de ce pays. Je commence par M. Omar Al-Mokhtar, qui est directeur de l'Authentique. Bonsoir, M. Omar. Bonsoir. M. Isselmour Salehi, directeur du journal Tahalil. Bonsoir, M. Isselmour. Et M. Chertijan Dia, directeur du journal Le Rénovateur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. Vous êtes chez vous. Donc, je commence par qui? Allez, je commence par vous. Je commence par droite. Les médias sont-ils devenus, en fait, aux côtés des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, un quatrième pouvoir? Les médias ont toujours été un quatrième pouvoir. Ils sont investis de la mission d'informer les populations. J'aimerais tout de suite à faux contre votre préambule, où vous disiez que les médias influencent ou transforme l'information pour influencer l'opinion. Les médias sont... La mission des médias est une mission de contrôle, une mission éducative, mais surtout une mission d'information. Si en fait, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on confère aux médias le rôle de cadre de pouvoir, c'est que ce rôle est un rôle effectif. Parce que sans la mission des médias, le jeu démocratique n'est pas assuré. Il est là pour rendre compte et surtout, il est là pour surveiller l'exécutif et le judiciaire. Mais toutefois, il n'est pas un adversaire de ces deux pouvoirs, mais il complète ces pouvoirs qui, tous ensemble, participent dans le développement d'un pays. Monsieur Selmou, en fait, est-ce que ce pouvoir, est-ce qu'il peut court-circuiter les trois autres pouvoirs? Ça veut dire législatif, exécutif et judiciaire. Je te laisse penser qu'on peut réfléchir à faire un coup d'État sur ces pouvoirs-là, au niveau de la presse. J'aurais bien voulu que ce soit ainsi, mais ce n'est pas possible. Surtout que nous sommes une presse du tiers-monde. Donc nous avons nos insuffisances et nous avons nos problèmes, qui sont parfois entretenus et voulus à un certain niveau, justement par ces pouvoirs-là. Parce que tout concourt à ce que nous ne soyons pas en pouvoir dans ce pays. Ça n'a pas commencé hier, il faut le dire, ça a commencé après le glorieux printemps de la presse, les années 92, 94, 96, jusqu'à même 96. À l'époque, vous y étiez dans la presse écrite, la version Tawari, la version plutôt Shtari en français, et votre fameuse rubrique Bir Bir à laquelle j'avais contribué à l'époque. C'était ça le printemps de la presse. C'était là où la presse avait de l'influence, avait du pouvoir, avait un lectorat. Mais après, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu une distribution de récépissés à la télé.
Les meilleurs journaux de référence ont d'ailleurs disparu dans ce sillage-là. On se rappelle de la mort d'Al-Akhbar, le grand journal, la mort d'Al-Bayan, même s'il a survécu autrement, la mort de l'Unité, qui sont la mort d'Akhbar l'Ousbour, parce qu'il faut faire participer nos confrères arabophones. Et je crois que ceux qui sont là ce soir font partie quand même des pionniers de cette presse-là, de ce printemps-là, mais ils ne peuvent pas dire aujourd'hui que la presse se porte bien. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui que la presse a gardé son influence, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de journalistes, il y a pas mal de journaux, il y a pas mal de supports. Et il y a même l'émergence du journalisme citoyen sur Facebook, sur la blogosphère, sur la blogosphère. Donc on a de la concurrence un peu partout. Et aujourd'hui aussi, on a un lectorat qui n'est pas très attentif. On a un lectorat qui prend pour argent comptant de n'importe quoi. Et rien n'a été fait pour qu'une véritable presse professionnelle émerge. Et même avec vous, avec la presse audiovisuelle, quand elle a émergé, avec l'appui des capitaux et des hommes d'affaires, on a vu que ça ne marche pas non plus. Monsieur Chertiani, oui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en fait, en écoutant vos confrères, cette presse est incapable d'interférer dans les jeux politiques? En fait, je crois qu'il faut d'abord revenir à la vocation même première de la presse. Quand on parle de presse en tant que quatrième pouvoir, c'est parce que la presse est investie d'une mission et la presse fait office aussi d'une certaine autorité, tant auprès des hommes politiques, des acteurs politiques, la société civile, des lecteurs, de l'opinion, etc. Donc cette presse, elle a comme mission principale, avant tout d'abord, d'informer, comme l'ont dit certains, d'éduquer, de former et d'orienter souvent, comme vous l'avez dit dans votre introduction, souvent l'opinion, d'interpeller également sur certains faits majeurs de la société, des faits majeurs en matière de politique, en matière d'économie. Donc c'est une sorte, si vous voulez, d'institution de veille. Moi, je ne concède pas que ça ne soit pas une institution, c'est bien une institution, la presse. Mais ça dépend de ce qu'on entend par institution, au sens où vous voudrez la comparer, par exemple, au législatif, au judiciaire, etc. Mais du point de vue même de sa vocation, de sa mission, de son efficacité, je pense que la presse, elle a ce rôle important. Et ça dépend maintenant des circonstances, ça dépend des contextes. Si par exemple le contexte politique évolue dans un certain sens, alors la mission de la presse, elle également, prend la forme justement de l'environnement dans lequel évolue justement la presse. Et nous savons que cette presse, si on parle de la presse mauritanienne, comme l'ont dit certains, elle a connu son printemps, elle a accompagné beaucoup de transitions démocratiques, elle a également permis même d'éviter justement certains chaos, voyez, en se comportant d'une certaine façon pour gérer des crises que la Mauritanie a connues. Elle a montré un grand sens de responsabilité et je pense que c'est louable. Les actions que la presse mauritanienne a déployées, c'est des actions louables qu'il faudrait préserver, étant entendu effectivement qu'elle traîne également beaucoup de casseroles, qu'elle a des problèmes structurels, qu'elle a des problèmes économiques, qu'elle a des problèmes d'organisation, qu'elle est vouée aux hégémonies parfois par des hommes politiques, etc. Mais c'est une presse qui est là, qui montre en tout cas qu'elle est capable de jouer son rôle et qu'elle est prête à aller en tout cas au-delà en tout cas de ce qu'elle donc malgré tout cela, M. Omar, la presse, la télévision par exemple aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir en fait, législatif n'existe plus. En effet, il n'y a plus de débat à l'Assemblée, mais ce sont les médias qui font le débat. Aujourd'hui, dans les télévisions nationales, on fait des débats sur tous les sujets, plus que des débats à l'Assemblée nationale. Donc la presse, quand même, se porte plus ou moins bien. En fait, au niveau du jeu démocratique, la presse joue un rôle assez important, comme vous avez dit tantôt, en proposant les échanges, les critiques, les débats sur les plateaux. Mais je crois que malgré tout, quand même, le rôle de la presse dans l'éducation du pays reste encore à définir. Parce que dans un pays comme le nôtre, qui est en fait un pays en voie de développement, il faut une presse forte. Parce que nous avons des populations analphabètes,
nous avons une classe politique clientéliste, opportuniste, et il faut que la presse ait les moyens de contrôler ces hommes politiques, ces acteurs économiques, pour le plus grand bien des populations. De la démocratie elle-même. Et de la démocratie. Donc, en fait, la presse nationale, elle se porte quand même assez bien. Puisque vous le dites, non, mais je ne peux que partager ça, mais moi, quand je suis dans la presse depuis 1995, donc j'ai vu la presse dans plusieurs situations. Et aujourd'hui, si on pense que le trop-plein qu'il y a, c'est du bien, moi je suis très content de cette cacophonie, de ce climat de liberté qui n'est pas du tout concédé par un pouvoir politique. Les Mauritaniens l'ont arraché, c'est irréversible. Donc la chanson vous a donné la liberté, ça, il faut chercher quelqu'un d'autre pour le dire. Donc c'est vrai, on reflète le débat, il y a d'excellents journalistes, il y a d'excellentes enquêtes, il y a de très bonnes interviews. Il y a de très bonnes tribunes, il y a des journalistes qui font des efforts, qui mouillent le maillot, comme on dit. Mais parallèlement à ça aussi, il y a ce que vous connaissez. Il y a l'amateurisme, l'absence de professionnalisme, les dépêches qui ne répondent pas aux 5 questions, qui, quoi, comment, où, des reportages qui n'en sont pas. L'investigation est délaissée pratiquement au niveau des rédactions et au niveau des sites électroniques. Le grand reportage avec le très bon angle, avec les différentes sources, lui aussi il a pratiquement disparu. Le professionnalisme. Si vous voyez aujourd'hui ce que nous produisons, on peut se dire 2 choses. Soit ceux parmi nous qui sont professionnels ne fournissent plus l'effort qu'il faut, soit la scène est squattée, par ceux qui ne savent pas faire le travail du journalisme. Donc, on peut être content qu'il y a tellement de sites, qu'il y a tellement de journaux, qu'il y a tellement de télé, mais on n'est pas du tout content de ce que nous faisons. Et moi, quand je parle, je ne suis pas content de ce que je fais moi-même. Mais vous ne croyez pas qu'on fait plus que les hommes politiques, que les sportifs, que les enseignants, que les médecins? Enfin, oui, ça c'est vrai. Nous, en fait, nous sommes le reflet de notre société. Voilà. Nous reflétons l'incapacité de notre classe politique à produire un discours politique porteur. Ça c'est vrai. Nous sommes traversés par un sentiment d'impuissance. Quand nous faisons une excellente enquête et à l'issue desquelles nous attendons à ce que le parquet engage une enquête ou à ce qu'un responsable soit démis de ses fonctions, on nous dit que bon voilà, on nous ridiculise et on prend des mercenaires qui prennent le contre-pied avec des mensonges, tout ça. Donc il y a une certaine lassitude, et cette lassitude à la longue devient dangereuse parce qu'elle pousse les bons journalistes et les bons écrivains à accompagner la tendance générale, c'est-à-dire à ne plus fournir d'efforts et à même verser dans certaines pratiques parfois blâmables. Donc, on ne peut pas dire que vraiment nous sommes très satisfaits de la situation. On ne peut pas dire aussi non plus que c'est le chaos, mais nous pensons qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ne jouent pas leur rôle convenablement. Nous pensons que l'État ne joue pas son rôle convenablement vis-à-vis de la scène médiatique parce que c'est lui qui est chargé de mettre en œuvre la loi sur la presse. Nous pensons que la APA ne le fait pas, nous pensons que le parquet ne le fait pas, et nous pensons que les partenaires de la Mauritanie qui donnent de l'argent à la société civile, et quand je dis civile, c'est écrit sans le C, c'est écrit avec le S, je m'en excuse, d'ailleurs, je vais le dire pendant que je suis en train de parler, donc qui donnent de l'argent à tout, qui aident tout, mais je ne me rappelle pas que les partenaires au développement ont déjà aidé la presse mauritanienne. Une seule fois, ils ont financé un projet de distribution. Et ce projet-là était un projet qui était très mal fait et qui n'a pas aidé. Et le grand problème aujourd'hui de la presse papier, c'est 2 contraintes majeures. L'absence d'une messagerie qui permet aux journalistes de vendre leurs journaux à Vassala si possible, et d'élargir le rayon de la distribution parce qu'on est cantonné à 1 km à Nouakchott. Et deuxièmement, une loi sur la publicité qui accorde en toute transparence des revenus publicitaires sans qu'on soit obligé d'aller lécher les babines ou les boîtes. Après, c'est que on va revenir parce que c'est un sujet qui est très important. Donc, en fait, M. Dia, vous croyez que la presse en Mauritanie, elle est à l'image du pays comme du... Oui, elle est à l'image du pays. C'est une presse tantôt diabolisée, tantôt banalisée, tantôt ridiculisée. C'est une presse tantôt comprise, en tout cas par l'élite, en tout cas par ceux qui pensent que la presse a une mission importante, noble à jouer. Bon, seulement, comme l'ont dit les confrères, la mission de la presse, pour la comprendre, il faut d'abord connaître dans quel cadre évoluent les journalistes.
parce que vous savez que les journaux sont les maillons faibles de cette démocratie-là, malheureusement. Et on a tendance à assimiler les journalistes à des mendiants, on a tendance à les ridiculiser, à ne même pas reconnaître en fait ce qu'ils sont en train de faire, la valeur du travail qu'ils sont en train d'abattre tous les jours, en train de boucler un journal jusqu'à des heures tardives de la nuit, la recherche d'informations, etc., avec tout ce que cela comporte comme sacrifice, avec tout cela comporte comme préjudice. Mais c'est comme disait Selmo, est-ce que tous les journalistes sont comme ça, non? Bon, en fait, c'est normal qu'ils soient incompris. Vous savez, dans tout secteur, il y a de bons, il y a de mauvais. C'est inhérent à tous les secteurs. Pour la presse, nous savons que la presse a été envahie ces derniers temps par une horde de journaleux, entre guillemets, ouais, quand on n'a pas de boulot, qui n'ont pas de boulot, qui veulent coûte que coûte tirer profit de cette profession, quitte à la prostituer, je m'excuse du terme. Ouais, et malheureusement, nous assistons du côté même de certains segments du pouvoir à une tendance qui consiste à créer même des journalistes, voyez, qui sont là, qui évoluent dans leur sphère, dans leur médiocrité, et qui n'hésitent pas à tirer à boulet rouge sur ceux qui font consciencieusement leur travail. Nous avons vu cette presse parallèle, cette presse entre guillemets jaune, qui évolue dans le sillage de certains segments politiques et de certains... qui est fabriqué par de certaines officines des renseignements, si vous voulez. Même du lobby. Voilà, du lobby, des réseaux, etc., qui sont là et qui ont tout ce qu'il faut et pour uniquement desservir la mission noble de la presse. Et malheureusement, ce sont ces problèmes que nous observons ces derniers temps dans ce pays-là. Maintenant, ce n'est pas une raison pour les journalistes professionnels, consciencieux, de ne pas jouer le rôle. De toutes les façons, il y aura toujours, sinon comme on dit, des brebis galeuses, mais ça n'empêche que les journalistes consciencieux vont continuer à jouer leur mission jusqu'à la dernière goutte d'encre. Donc Omar, en fait, on parle vite rapidement de l'indépendance du journaliste elle-même. C'est que l'information, la diffusion de l'information, des commentaires par l'écrit, la parole, l'image, ou entraîne des coûts. Et ces coûts ne proviennent pas pour l'essentiel du lecteur, ni de l'auditeur, ni du téléspectateur. Donc c'est de la pub, comme disait M. Selmo, c'est de l'État. L'indépendance des journalistes reste relativement... Elle est très relative, quoi. Donc, je vais un peu revenir sur la question précédente pour parler du rôle que la presse doit jouer dans l'éducation de la démocratie et même dans le développement du pays. En disant que ce qu'il faut surtout pour les journalistes, c'est que, moi je crois que quelque part, les journalistes sont un peu laxistes, parce qu'en fait, la production des journalistes n'est pas à la hauteur, ou bien ne satisfait pas entièrement les lecteurs ou le public. Par exemple, quand on voit par exemple dans les télévisions, souvent, quand il m'arrive un soir d'ouvrir les télévisions, partout je vois des débats. Il me semble qu'il manque à cette télévision des productions. Le public a besoin d'autre chose que des débats. Et le développement d'un pays ne se fait pas seulement avec des débats. La participation à cette démocratie ne doit pas être circonscrite seulement au débat. Il faut proposer au public du sport, de l'économie, de la musique, tout. Les télévisions, ils le font. Malheureusement, c'est ce qui manque un peu aux médias audiovisuels. Et je ne vais pas en fait donner des fleurs à la presse écrite. Toutefois, je reconnais que au niveau de la presse écrite, il y a quand même un certain effort que les journalistes en fait, font pour essayer de présenter au public un produit quelque peu lisible. À propos de... L'indépendance, si les coûts en fait, ne proviennent pas du lecteur, l'indépendance va être très relative. Vous saviez, l'autre jour, il y a un diplomate qui m'a posé la question après, bien sûr, la publication de notre édito commun. En fait, il m'a interpellé pour me dire comment vivez-vous. J'ai dit, c'est une belle question. En fait, on ne sait pas comment la presse aujourd'hui vit. C'est une presse qui se développe sans publicité, sans abonnement, sans aide de l'État. L'aide est infime. D'ailleurs, cette année, cette aide tarde à être mise en place. Et en fait, on ne sait réellement pas comment on vit. Aujourd'hui, dans le monde entier, la presse écrite est déficitaire. En Mauritanie, plus que partout ailleurs.
Parce qu'en Mauritanie, la presse, en fait, ne vit que des subsides ou de temps en temps de la contribution d'un lecteur ou d'un ami, en fait, qui constate que la presse est au cœur de la vague et qui met la main dans la poche, quoi. Toutefois, je continue à dire que le journaliste, quelles que soient en fait, les conditions dans lesquelles il vit, le journaliste mauritanien garde quand même une certaine indépendance. Absolument. Donc, M. Sedmou, à propos de l'indépendance des journalistes. Moi, je pense que, vous savez, il y a l'objectivité et la bonne foi qui sont essentielles dans le travail journalistique. C'est vrai, la notion d'indépendance est très relative, parce que on demeure influençable en tant qu'être humain sur différents angles. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui à la presse écrite, je l'ai dit tantôt, ce sont deux éléments qui sont fondamentaux. Tant qu'on n'a pas pensé à une messagerie, tant que l'État ne nous a pas aidés, tant que nous, en tant qu'éditeurs, on ne s'est pas organisé, on est en train de discuter actuellement là-dessus, tant que nous, on n'a pas mis en place une messagerie qui nous permet premièrement, de doubler ou de quadrupler nos tirages, parce qu'on ne peut pas rester avec la formule 1000 journaux par jour ou 1000 journaux par semaine. Ça, c'est vraiment, on se limite nous-mêmes. Donc, il faudrait qu'on travaille sur un projet de messagerie qui nous permette de livrer nos journaux à l'intérieur du pays et d'augmenter nos ventes. Parce qu'on souffre d'un problème de mes ventes en raison de deux facteurs. En raison peut-être de la qualité de ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons ne répond pas souvent aux normes et n'est pas un produit d'une excellente qualité. Bon, il arrive qu'on fournisse l'effort, comme je l'ai dit, et il arrive aussi qu'on ne le fasse pas. Donc, il faudrait qu'il y ait une messagerie qui permette aux journaux de se faire vendre à l'intérieur du pays et de multiplier le tirage jusqu'à 10 ou jusqu'à 20. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des revenus pour la presse dans toute la transparence, parce que, je le dis souvent... Pour garantir l'indépendance, quoi. Pour garantir l'indépendance, parce que la presse ne vend pas des biscuits. La presse vend la presse papier ou même la presse électronique, elle vend des espaces aux annonceurs en toute transparence. Ça n'engage en rien. Ce n'est pas parce que vous avez un contrat d'annonce avec moi que je suis devenu votre esclave ou votre obligé. Je peux bien avoir avec vous un contrat. Moi, personnellement, ça s'est passé pour moi à plusieurs reprises. J'imagine. Des contrats avec des annonceurs, mais j'écris ce que les annonceurs ne veulent pas. Justement. Ça s'est passé. C'est un espace publicitaire, c'est pas... Une fois, Cheikh Dia connaît que j'ai perdu un contrat avec un annonceur et je ne l'ai pas du tout regretté. Finalement, au bout de 2 années, cet annonceur-là est revenu sans que je lui demande. Donc, pensez aussi qu'on est là en train de chercher tout simplement l'argent, en train de ne réfléchir c'est votre métier, c'est normal, il faut vivre son métier. On cherche de l'argent juste ce qu'il faut pour faire vivre nos rédactions. Nous ne cherchons pas les palaces, nous ne cherchons pas les vacances. J'imagine que sinon vous changez de métier. Donc, moi je pense qu'il y a aussi un deuxième élément important, c'est qu'il faudrait que l'État nous aide à mettre en place une loi sur la publicité. Il faudrait que pour avoir de la publicité, pour avoir des annonces, pour avoir des abonnements, on ne soit pas obligé de nous agenouiller, de quémander, de tendre la main, de chercher à plaire à un décideur quelconque. Non, il faudrait qu'il y ait un organe qui les distribue à ceux qui méritent, ceux qui ont un lectorat, ceux qui fournissent un effort, ceux qui ont une régularité, ceux qui respectent la loi sur la presse. Parce que la loi sur la presse aujourd'hui, il faut quand même dire qu'elle a l'avantage de dire qui est journal et qui est journaliste. Et quels sont les critères, c'est-à-dire qu'une entreprise de presse, c'est-à-dire l'immatriculation des employés à la CNSS, c'est-à-dire un compte contribuable, il faut quand même payer les impôts. Quand même, nous, aujourd'hui, malgré la situation difficile, nous payons les impôts. Nous payons le BIC à la fin de chaque année. L'année dernière, rares sont les journaux qui n'ont pas payé au minimum 380 000 ouguiya au titre du BIC. Nous payons l'ITS, nous immatriculons nos journalistes à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ça coûte extrêmement cher, c'est 62 000 ouguiya pratiquement chaque trimestre. Pour une rédaction entre 4 et 5 journalistes, avec évidemment 2 ou 3 journalistes et 2 personnels administratifs. Donc nous avons des charges qui sont très importantes. Et ce qu'on nous laisse comme perspective, c'est une perspective qui n'est pas honorable. Nous voulons justement qu'on crée un cadre qui permette l'épanouissement de toute la presse. Et ce cadre-là, il n'existe pas. L'aide publique à la presse, c'est justement quelque chose de très insignifiant. Et la presse écrite notamment est très lésée dans cela, parce que chaque journal papier a un site internet. Et elle a plus de charges, parce que, vous savez, elle a plus de charges, c'est connu, ne serait-ce qu'au niveau tout simplement de l'impression. Donc en fait,
une certaine presse quand même reste, on peut dire qu'elle reste assujettie au pouvoir politique en place et otage des puissances d'argent. Donc l'indépendance... Bon, l'indépendance, comme on l'a dit, c'est relatif. Bon, c'est par rapport à quoi? Le journaliste est influençable. Oui, comme tout être humain. Comme tout être humain. Il y a des journaux derrière lesquels il y a des hommes politiques. Il va sans dire. Il y a des journaux proches du pouvoir. Il y a des journaux proches de l'opposition. Donc, si un journal est proche d'une opinion, son indépendance risque d'être compromise. Mais ce qu'il faut distinguer, si vous voulez, il faut faire un distinguo, parce que la presse, à ce que je sache, indépendante mauritanienne, les journaux en tout cas dits indépendants, sérieux que moi je connais, c'est des journaux qui essaient quand même de prendre leur distance par rapport justement à une certaine opinion, à une certaine influence politique vis-à-vis de tel lobby ou vis-à-vis de tel en politique. Personnellement, je donne l'exemple par exemple de mon journal, Le Rénovateur. Nous avons une ligne éditoriale, nous disons ce que nous pensons, nous ne sommes pas du côté des hommes de l'opposition, ni de la classe proche du pouvoir. Non, nous disons ce que nous pensons, nous analysons au quotidien en fonction de ce que nous voyons, de ce que nous constatons, de ce que nous vivons. Les réalités, les transformations, les mutations, les problèmes, les crises, nous les analysons au jour le jour. Donc, c'est facile d'être catalogué dans ce pays-là. Il suffit tout simplement qu'à un certain moment donné, vous vous écartiez un peu de votre ligne éditoriale, vous dites, oui, vous êtes dans les bottes de tel, vous êtes dans le giron de tel, etc. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas tout évident. Et oui, il y a aussi un problème au niveau même du jugement que les lecteurs portent souvent sur les journaux. Il arrive que les lecteurs ne soient pas, des lecteurs avertis, qu'ils ne soient pas à la hauteur, ne soient pas capables de juger, voyez, ce que vous écrivez. Et ils peuvent tout de suite arriver à la conclusion que oui, ce journal-là, c'est un journal corrompu. Parce que tout simplement, vous n'avez pas été, si vous voulez, du côté de tel ou de tel groupe politique. Bon, nous avons aussi été victimes, à un certain moment donné, si je dis nous, ce n'est pas moi, c'est les journalistes. C'est les journalistes, de façon générale, du fait, par exemple, que nous ne nous inscrivions pas, si vous voulez, en directe ligne de ce que pense tel lobby ou tel groupe. Et on peut nous priver tout de suite d'un abonnement, on peut nous priver d'une facilité, on peut nous priver de certains avantages, etc. Nous l'avons vu, et je l'ai dit tout de suite, j'ai dit qu'il y a des journaux qui sont fabriqués par des produits made in tel, qui sont là, et à la solde d'un groupe, à la solde de tel. De toute façon, quand on regarde les événements dans le monde aujourd'hui... Donc ces journaux ils ne s'en cachent pas, ils ne peuvent pas être indépendants, ils ne méritent même pas justement le terme indépendant. Non, mais de toute façon, quand on regarde aujourd'hui les événements dans le monde, que ce soit en Irak, en Côte d'Ivoire, en Chine ou ailleurs, ça montre de manière extraordinaire le degré d'assujettissement de la grande partie des médias occidentaux d'ailleurs. Au pouvoir politique en place ou aux intérêts nationaux. Aux intérêts nationaux. Qui soient exemptes de ce genre de pratiques et de ce genre de comportement. C'est tout à fait naturel. Moi, en fait, je ne connais pas de pays qui applique ces termes indépendants. Un vrai quatrième pouvoir, quoi. Non, ça vole un éclat, quoi. Cette illusion d'être un quatrième pouvoir. Le terme indépendant a été créé par nous, journalistes mauritaniens. Partout ailleurs, on dit presse privée. Oui. Là, on est indépendant pour... Non, mais on parle d'indépendance de la presse, en général. J'imagine, mais comme il dit, en fait, quand on prend aujourd'hui, prenons un exemple, quand on regarde les informations, là je reviens vers vous, monsieur Omar, vite fait, on nous parle surtout de vie politique, de sport, de crise, de procès, de meurtre, de je ne sais pas quoi. Mais toutes les informations dites positives, en général, entre guillemets, sont toujours reléguées au second plan. Vous ne voyez pas que c'est quand même le journaliste qui fait ça? Non, mais c'est en fait la loi de la presse, des médias, dans le monde entier. Chaque fois, par exemple, un événement, l'événement ne porte que sur le sensationnel. Que ce soit aux États-Unis, en France ou en Afrique, partout, quand il y a souvent perte humaine, mort d'homme, là, en fait, l'information attire plus l'opinion que l'information politique. L'information politique, sociale, économique, en fait, n'intéresse pas réellement les populations. Et les médias, les supports médiatiques, pour en fait attirer
chez eux plus de C'est pour vendre, quoi. C'est les prix pour faire apprendre aux gens. C'est quelque part pour vendre, en fait, ou bien pour avoir un bon lectorat. Mais je conviens avec vous qu'effectivement, l'information politique, économique et sociale, elle est reléguée au second plan par rapport à... Monsieur Sir, vous croyez que c'est le cas en Mauritanie? Ah non. Moi, quand je clique, excusez-moi une seconde, quand je clique sur un site internet, une fille violée Carrefour Madrid, Patipata, c'est surtout... Il y a des sites qui sont essentiellement au niveau de la presse électronique, il y a des sites qui sont spécialisés dans ça, dans le sensationnel. Bon, voilà, l'objectif visé, c'est la visibilité, c'est Alexa pour un objectif aussi qui est connu, quoi. Oui, mais connu pour qui? Pas pour les spectateurs, non? Qu'est-ce que vous insinuez là? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la presse électronique, essentiellement, on fait beaucoup de sensationnels et on fait beaucoup de partages sur Facebook. Il paraît que ça augmente le nombre de clics, donc la vente, comme dit Omar. Non, eux, justement, ils n'ont rien à vendre. Eux, ils vendent leur position sur Alexa. Justement, c'est la première page. Voilà, je suis le numéro 15e, le numéro 16e. En fait, j'ai 15 000 clics par jour, qui ne veut pas dire 15 000 visites. Il y a une très grande différence. Donc l'annonceur se trompe. Voilà. Si l'annonceur veut rester idiot, c'est son problème. Donc, par contre, au niveau d'une certaine presse, de la presse qui a une certaine expérience, qui a un certain ancrage, celle-là, par contre, elle fait trop de politique. D'ailleurs, même, elle agace le lecteur avec la politique parce qu'il y a tout le temps... Les Mauritaniens aiment la politique. D'autant plus que chez nous, ici, le jeu politique est fade, la compétition politique est fade, ne présente pas un intérêt quelconque parce que nous connaissons a priori ce que pense le pouvoir de l'opposition et ce que l'opposition pense du pouvoir. Ouais. Et depuis bientôt une année, il y a une absence totale de compétition politique parce que l'opposition s'est retirée. Pour vrai sentiment, n'a pas participé aux élections locales, elle n'a pas participé à la présidentielle. Elle observe, elle est en hibernation, elle observe un mutisme et le pouvoir a tenté de créer une opposition alternative qui, elle aussi, n'a pas pu montrer un réel. Donc c'est de la politique. Parce que les résultats de la présidentielle, Abdelaziz à 85% et les 4 autres candidats se sont partagés 16 ou 17%. Donc cela te prouve qu'ils n'ont pas pu jouer ce rôle d'opposition alternative à l'opposition classique. Donc nous, au niveau de certains journaux, on fait aussi trop de politique et on lasse l'électorat avec. Je pense qu'on aurait dû faire beaucoup plus d'enquêtes, beaucoup plus d'interviews, beaucoup plus de reportages, de sport, d'économie, beaucoup plus de vie des gens, de page people, on aurait dû le faire. Et je constate qu'il y a certains internautes qui le font, notamment certains blogueurs qui le font de façon très bien d'ailleurs. Donc, M. Dia, en fait, ces informations positives qui sont reléguées second plan. Je pense que la presse, comme on dit, c'est le miroir de la société. Ça dépend du goût du lecteur. En Mauritanie, quand quelqu'un achète un journal, première chose, c'est d'abord ce qu'il cherche, politique, fait divers. C'est les deux choses. Parfois... Mais qui a créé ces lecteurs? C'est vous, journalistes, qui ont créé? C'est nous qui l'avons créé, mais aussi, si vous voulez, c'est une sorte d'habitude que ces lecteurs ont, une sorte de goût qu'ils ont cultivé. En Mauritanie, on dit que quand deux Mauritaniens se rencontrent, la première chose, c'est la politique. Ouais. Ils vont d'abord discuter du politique, de ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, c'est en fait cela qui a tendance à sécréter une certaine presse qui veut proposer au lecteur son goût préféré. Donc, sa tasse de thé. Si, par exemple, nous consacrons la une du journal à l'économie, ce journal a de fortes chances de ne pas être vendu. Absolument. Les ventes vont être nulles. Mais la manchette, si vous consacrez la une, fait divers, Ahmed Dada, ainsi de suite, Messoud ou un homme retrouvé mort, c'est pas moi quelque part, alors tout le monde se rue. À ce jour-là, tout le monde veut le lire. Il y a un scandale économique, des scandales. Donc, il y a une hiérarchisation. Si vous dites scandale du ministère des Finances, vol des biens d'État, non, ça c'est pas intéressant. D'abord, politique, c'est pas fait divers, voyez, le reste vient après. Même le sport qui aujourd'hui est devenu... Il n'existe plus. Voilà. Ça n'existe plus, les lecteurs ne s'intéressent plus parce qu'il y a les télévisions, il y a et puis attention. etc. Alors, allez-y. Et puis le traitement. C'est pas grave, et puis le traitement des faits divers qui est fait. Vous êtes trop bien éduqué là, chacun demande. J'ai pas l'habitude. Moi, par exemple, avant de me spécialiser dans les questions de sécurité, avant de m'intéresser aux questions de sécurité. Oui, s'intéresser à ce genre de questions, oui. Dans un premier temps, je me suis beaucoup intéressé aux faits divers. Et je vous dis que la couverture des faits divers, quand j'étais par exemple rédacteur en chef de Nouakchott Info entre 2000 et 2005, je me suis beaucoup intéressé aux faits divers. À l'époque, j'écrivais. La couverture, à l'époque, pour moi, exigeait en permanence
premièrement, une source dans chaque commissariat. Deuxièmement, un élément, une source au niveau des urgences, et pas seulement des urgences de l'hôpital. La couverture des faits divers est extrêmement pénible. Ouais, j'imagine. Mais aujourd'hui, ce qu'on a comme couverture, c'est une brève dans laquelle on ne répond pas à la question. Non, on tire même. On ne te dit pas où, on ne te dit pas quand. On invente même, on va plus loin. Les gens transposent des faits divers passés en Égypte, ils les transposent en Mauritanie. Avec des noms, justement. Alors si vous poussez un peu l'enquête, vous vous rendez compte que mais malheureusement, ça marche apparemment. Mais malheureusement, ça marche. Quand vous voyez le nombre de lectures. Les journaux les plus vendus aujourd'hui, c'est les journaux en fait qui ça marche, mais c'est dangereux. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Malheureusement, c'est une expérience que nous avons vécue dans le journal. On avait un journaliste. À chaque fois, vous voyez, il piochait dans certains sites, notamment sénégalais. Alors, à un certain moment donné, quelqu'un d'entre nous a dit, mais ce monsieur-là, c'est fait divers, il faut qu'on vérifie ce qu'il est en train de faire. Alors, en cherchant, vous avez... Il suffit seulement de prendre une phrase, vous voyez, de chercher, quoi. Et tout de suite, le texte est là. Alors, c'est comme ça qu'on s'est débarrassé. Moi, j'en connais un qui... Oui, mais ça, c'est pas des sensationnels, ça, c'est autre chose. En fait, non, mais les faits divers créés, dangereux. Il y a pire. C'est pas créé, c'est volé. Il y a pire. Parfois, il y a des journalistes en fait qui piquent des articles dans des faits qui sont à des collègues ailleurs et qui parfois oublient d'effacer le nom du pays concerné. Non, mais ça c'est bon, ça c'est un autre sujet qui est... Non, mais c'est malheureux. Oui, c'est malheureux, mais il y a aussi de sensationnel. Moi, j'ai lu sur un site arabophone, je clique sur un site arabophone très très connu, In44. Immatriculation diplomatique conduite par un officier de l'armée américaine en traversant tel de rue, un jeune qui sort de la mosquée a été persécuté par ce véhicule. Donc en fait, on dit véhicule 4x4 étranger, officier américain, un jeune barbi, qui sort de la mosquée le matin. Tout ça, c'est des mots qui sont extrêmement dangereux. Ça, c'est une information que j'ai lue en arabe. Attends, mais moi j'ai bien lu cette info. Mais ce média-là avait mis la photo de cet officier américain. En fait, c'est parti de... Oui, justement, mais c'est un accident. C'est un accident. Ça n'était pas voulu. Les Américains se sont très bien comportés. Non, mais le fait ils ont payé 8 millions la DIA. Le problème n'est pas ça. Le fait d'insister sur ne pas dire un accident de la route. C'est un accident de la route. Donc ça, c'est des sensationnels. Par exemple, l'autre jour, j'ai lu un tenancier d'épicier a tué, étranglé une fillette. Et quand son père est venu, il l'a étranglé. Waouh. J'ai dit, tiens. C'est beau ça. Mais ça se passe où et ça se passe quand? En Irak, certainement. J'ai pas vu ça se passe où. J'ai appelé le proprio du site. Je lui ai dit, il m'a dit, wow, ça c'est le sensationnel. J'ai dit, mais écoute, tu peux faire le sensationnel en respectant la déontologie. Non, mais on parle ici, on est là avec ce genre d'exemple, il n'y a plus de déontologie, il n'y a plus du tout. Donc en fait, Omar, si on revient en fait. Aujourd'hui, il est impératif d'engager une formation des journalistes. Une réforme de la presse. Oui, mais une formation. Vous parlez de formation. Il faut former les mécaniciens, les peintres, les poètes, les faris, les joueurs de foot. Il faut former tout le monde. C'est dommage. Mais en tout cas, ça touche tout le monde. Vous savez, la diffusion de fausses informations est condamnable par la loi, c'est tout. C'est ça le problème. Que agisse ou que la HAPA agisse. Donc en fait, tu vas former quelqu'un, il va être extrêmement compétent, mais il va rester de mauvaise foi. Est-ce que vous croyez au déclin en fait du pouvoir pour les journaux papier en Mauritanie? Bon, moi je vais peut-être le premier. Allez-y. Parce que je n'avais pas fini. Donc je pense que... Tiens, un quotidien. Voilà, pour ceux qui souhaitent le déclin... Bon, pas ceux qui souhaitent. Ceux qui souhaitent, je fais la formulation. Ceux qui le souhaitent, je pense qu'ils vont attendre longtemps encore. Parce qu'il y a encore des gens qui veillent scrupuleusement. Mais on a dit ça du livre quand il y avait la télé, on a dit ça du cinéma. Et ça n'a jamais... De toute façon, c'est notre conviction la plus profonde que contre vents et marées, voyez, pour reprendre le livre donc, de notre cher Mokhtar, contre vents et marées, cette presse va survivre. Malgré les problèmes, malgré les difficultés financières, malgré les pressions, malgré les influences, malgré les intimidations, le manque de lecteurs, malgré le découragement, la banalisation, nous allons continuer en tout cas le combat jusqu'au bout. Il reste maintenant la responsabilité des pouvoirs publics. Et nous l'avons dit ces derniers temps, on est en conclave, nous nous sommes réunis autour de cette question, justement de la survie de cette presse papier, qui est l'ancêtre de cette presse, aujourd'hui dite électronique, tout ce que vous voulez. Cette presse-là, elle a joué un grand rôle et elle doit continuer à assumer son rôle
et elle est irremplaçable. Donc vous croyez que on doit continuer, ceux qui croient en tout cas. Vous croyez que le manque de notion de responsabilité et d'éthique chez la presse en ligne ou chez la presse en ligne, journalistes justement, la presse en ligne, ça pose un problème. On en parle, c'est un point justement inscrit au débat que nous sommes en train de faire. Chacun a son point de vue, mais je pense que cette presse en ligne, c'est une presse qui doit être assainie. C'est une presse. Elle est moins professionnelle que la presse quand même écrite. Bien sûr, moins professionnelle. C'est une presse, chacun peut se mettre dans sa voiture, derrière un clavier, dans sa maison, un peu partout, pour mettre en ligne ce qu'il veut. Et c'est une presse anonyme. On ne sait pas qui écrit quoi. Chacun est libre de dire ce qu'il veut de quelqu'un, et quand il veut de quelqu'un. La diffamation. Et elle n'est pas contrôlée, c'est la diffamation. Donc elle est incontrôlable. Il faut que le pouvoir qu'il a légalisé puisse avoir les moyens coercitifs pour, en tout cas, dissuader à ce qu'elle fasse, à ce qu'elle écorche ou à ce qu'elle porte préjudice donc la presse, à des individus. Donc la presse écrite, surtout la vie privée des gens. Donc les journaux papier, ils ont encore... Ils sont encore là, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le jargon, c'est vraiment les chiens de garde. Vous croyez à ça, vous, M. Omar? Effectivement, moi je crois qu'en tout cas, dans la mesure du possible, les journalistes qui animent en fait la presse écrite vont essayer en fait de survivre à ces crises. Nous avons vécu plusieurs crises pendant ces années. La presse écrite est le fleuron de la presse dans le pays, et il n'est pas concevable quand même qu'on la laisse mourir. Toutefois, tout de suite, moi je ne veux pas qualifier en fait, les réseaux sociaux ou les supports électroniques de presse, parce qu'en fait, quand on dit presse, c'est synonyme de correction, de régularité et de responsabilité. Un article de presse n'est pas facilement rédigeable. Ce n'est pas n'importe qui peut... Bien sûr, c'est un travail. En fait, il y a des questions essentielles auxquelles il faut répondre. Qui, quoi, où, quand. Et il y a en fait aussi un support papier qui est là et qui permet surtout à la personne qui se sent diffamée de porter plainte. Oui, alors que légalement, personne ne peut porter plainte contre une diffamation qui est parue dans un site internet. Mais ça, c'est spécial à la Mauritanie, parce que les lois ne sont pas... Non, il y a une loi, c'est de la presse électronique. Si par exemple, vous portez plainte contre un article diffamatoire qui est paru dans un site internet, moi, qui suis responsable de ce site, je suis capable d'effacer cet article. Oui, mais vous êtes incapable et vous n'aurez plus le support. Alors que le journal papier, là, il y a des copies qui sont déposées au ministère de l'Intérieur, au parquet et à l'imprimerie nationale. Là, c'est des supports qui sont infalsifiables. Et pourtant, ils ont envoyé Hanevi dans 8 ans. Oui, Hanevi a été envoyé 8 mois de prison. 8 mois en prison parce qu'il a écrit... Ça, c'est un contexte particulier. Non, mais je sais pas. Donc en fait, la lutte pour dominer l'agenda quotidien aujourd'hui, pour organiser les discussions publiques, la hiérarchisation des problèmes, tout ça passe quand même encore, en Mauritanie, par l'instrument des journaux, la presse écrite, pas par les... Vous ne croyez pas que nos décideurs lisent plus sur les journaux, s'intéressent plus aux journaux, que nos hommes politiques s'intéressent plus à la presse écrite? Attention, au site internet? Allez-y. Moi, ce que je veux dire, c'est que tous les médias en Mauritanie tirent leur matière de la presse écrite. Oui, comme partout. Oui. Mais est-ce que nos hommes politiques, quand ils arrivent au bureau, cliquent sur le site internet ou lisent les journaux? D'abord les journaux. Vous croyez seulement? Ils lisent les journaux, mais ils lisent aussi les sites, parce que les sites, dans toutes les administrations, il y a des connexions Internet, et puis donc les sites sont accessibles gratuitement, ils ne payent pas des 100 ouïas qu'ils payent pour acheter nos journaux. Mais une chose est sûre quand même, ils nous téléphonent souvent pour nous dire pourquoi vous n'êtes pas à Paris. Le journal n'est pas venu, ils téléphonent à tous, ils payent des abonnements, et ils demeurent aussi attachés. Nos décideurs, nos hommes politiques lisent encore. Ils nous disent qu'ils ont une relation intime avec le journal. On leur dit quoi? Ils disent, je peux l'amener le week-end dans Bruxelles. Oui, ce n'est pas la même chose quand même. Là où il n'y a pas connexion Internet, et puis ils nous disent, vous savez, Internet... Puis je peux lire et relire. Et puis ça peut passer entre plusieurs mains, tout ça. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas dire aussi... Et puis nous, écoutez, nous, il ne faut pas nous voir tout simplement en tant que journaux papier. Il n'y a pas un journal papier qui n'a pas une version numérique. Non, pas vous. Moi, je parle de décideurs. Est-ce que nos décideurs lisent
C'est ça la question. En tout cas, que j'aimerais bien savoir. Moi, je n'ai pas fait un sondage, mais... Je n'ai pas fait un sondage, je ne suis pas l'ami à tous les décideurs. J'en connais 2 ou 3 et quand je viens, je vois tous les journaux. Absolument. Du moins, je vois les principaux journaux, c'est-à-dire les 7 ou 8 principaux journaux. Connu, quoi. Voilà, En tout cas, moi, à ce que je sache, les journaux sont encore lus. Il y a une élite qui quand même s'intéresse toujours à la presse. Parce que vous savez qu'il y a une relation entre le papier et l'être. Ouais, c'est comme un livre. C'est comme un livre. Un film, c'est bien, mais il y a un une livre, c'est bien relation. aussi, hein. Parce que devant un journal, vous pouvez, entre 2 heures de thé, tourner, retourner la page, fermer le journal, le reprendre 2 jours plus tard, etc. S'il y a un article intéressant, vous pouvez le classer. Donc, c'est quand même un travail intellectuel. Ouais. Il y a une relation très forte entre le lecteur et la page qu'il lit. Donc, en fait, avant de passer à la au deuxième de cette émission, on va parler rapidement du journaliste lui-même. En fait, en Mauritanie, beaucoup de gens critiquent les journalistes, et puis on sait qu'un journaliste, que cela lui plaise ou non, a choisi d'être un homme public. On ne l'a pas obligé d'être journaliste. Donc, autant même qu'un homme politique, parce qu'il possède un avantage majeur sur un homme politique. Un homme politique, il est obligé de retourner régulièrement devant les électeurs, alors qu'un journaliste n'a pas besoin de ça. Lorsqu'un journaliste réclame à juste titre cette transparence de la vie politique, il doit la réclamer pour lui-même. On doit exiger, lorsqu'il exige le droit d'exiger les autres, les décideurs, il l'exige pour lui-même aussi. Et beaucoup d'observateurs croient que c'est un problème en Mauritanie. Vous savez, nul n'est parfait. Nous avons des défauts comme tout le monde, et nous acceptons la critique. Parce que ne l'aurait-on pas accepté, qu'on n'aurait pas aujourd'hui en fait obtenu ce travail d'aujourd'hui, qui est un travail assez appréciable, il faut le dire, que la presse mauritanienne, si aujourd'hui elle est parvenue à ce stade de développement, et si aujourd'hui est parvenue à jouer le rôle qui est le sien, c'est que la presse a assumé, a accepté d'être critique, a accepté des critiques. Parce qu'on n'est pas parfait. Bien sûr, comme vous avez dit, vous venez de dire, on accepte les critiques, mais encore faut-il qu'elles soient des critiques saines. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les journalistes mauritaniens font face à beaucoup d'ennemis de la démocratie. Comme nous affirmons comme des défenseurs de la démocratie, et les fossoyeurs de la démocratie sont très nombreux, et souvent ils vous adressent des critiques qui ne sont pas fondées. Donc toutes les critiques sont bien sûr acceptées, mais en fait, cela nous permet d'avancer mieux vers... Donc toujours avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je voudrais bien que vous répondiez à cette question. En fait. Oui, il y a des critiques qui sont très objectives. Quand, par exemple, on critique un contenu qui ne répond pas aux normes, un sujet bidon, un sujet bateau, une interview où il n'y a pas de relance, une analyse... ou des diffamations, comme vous venez de dire même. Il y a la critique d'une position morale par rapport, par exemple, à un putsch, par rapport à une atteinte au droit, par rapport à un détournement compté. Il y a une critique par rapport à un délit d'initié, par rapport à l'utilisation de notre position, au monnayage, comme on dit dans certains milieux, de nos positions et de nos plis. Ça, c'est des critiques si elles sont prouvées. Et si elles sont les bienvenues. Mais on est tout à fait d'accord. Tout à l'heure, vous parlez de diffamation. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas des anges. Que ce soit très clair, nous ne sommes pas des anges du tout. Vous êtes des hommes publics surtout. Non, je ne pense pas que nous soyons aussi publics que ça. Parce que nous n'avons quand même pas de mandat. Et nous n'avons pas quand même de mandat. Vous avez mieux qu'un mandat, toute la vie. Nous avons une mission que nous jouons en principe de manière bénévole. Vous avez un pouvoir que vous exercez toute votre vie. Nous avons dit que ce pouvoir ne vaut rien dans ce pays et il n'est pas estimé à sa juste valeur. Nous sommes justement considérés comme des bouffons ou des troubadours. Donc, quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit la qualité de ce que nous faisons, il y a rarement une incidence. On a fait des enquêtes, des investigations poussées et avec des preuves à l'appui. Et les responsables qu'on a, justement, ils sont là en train de nous narguer. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on s'est créé une hostilité et une inimité pour la vie. Ouais. Donc, il faut nous comprendre pourquoi on devient de plus en plus prudent, sans compter qu'avec l'âge, quoi. Donc, j'imagine. Donc, en fait, je pense quand on juge les autres, on doit. C'est normal. Quand vous critiquez, acceptez vous aussi d'être critiqué. Absolument, de toutes les façons, mais encore faut-il que ces critiques soient fondées. Oui, mais aujourd'hui, quand on parle de journalistes en disant les journalistes mauritaniens,
Ils sont incapables de faire mais le comme on l'a travail. dit, c'est facile. Nous avons un public, malheureusement, qui aime la facilité, qui se hâte à juger sans avoir les preuves de ce qu'il est en train de juger. Et nous avons été victimes de ce genre de colibés, nous avons de beaucoup de choses, mais nous supportons. Et c'est inhérent, en tout cas, au métier. C'est-à-dire que chacun est taxé de corrompu, de je ne sais quoi. Moi, De je suis peshmerga, de pêche. Mais malgré tout, ça fait partie, en tout cas, du combat. Il faut résister. Tu es pro toi, quoi. Toi, tu es pro quoi. Non, mais tout à l'heure, en je suis pro parlant, moi-même. en parlant de ces journalistes, de la diffamation de ces sites internet qui disent du tout et de n'importe quoi, on est quand même d'accord. Donc, si un homme politique parle des journalistes mauritaniens, nous avons vu comment ces hommes politiques maltraitent les journalistes. Certains même ont été agressés par des hommes politiques, verbalement ou physiquement. Ça, nous l'avons vu. Mais ça dépend de toutes les façons de la personnalité de ces hommes politiques. Vous savez, malheureusement, les journalistes ont été investis par une pléthore de personnes qui n'appartiennent pas à la profession. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, Moi, ça me dérange comme traite de journaliste, je suis d'accord avec vous. Exactement, parfois on a une C'est vrai honte que c'est pas évident. d'être de nous annoncer comme journaliste. Donc en fait, allez-y. Oui, c'est en fait ce qui a fait qu'aujourd'hui la profession est banalisée. Allez-y, comme ça on passe au deuxième. Parce qu'il y a un cadre légal, il y a une loi, et l'État ne se sent pas responsable Il faut appliquer la loi. de mettre en œuvre cette loi. Le parquet ne se sent pas responsable. C'est le parquet. Aujourd'hui, nous avons quitté la tutelle du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous sommes sous la tutelle de la justice. Le parquet ne veille pas à la mise en œuvre de la loi. Et elle n'a pas, dans l'aspect qui la concerne, elle le fait rarement. Pourtant, quand il s'agissait des médias proches de l'opposition, la APA s'était empressée à l'époque d'envoyer une convocation à Al-Mourabitoun lors de la couverture des... De l'APA, oui, Voilà. oui, oui. Donc, Et puis elle nous... s'est empressée, mais on voit qu'elle ne le fait pas ailleurs. Donc, Ah non, il faut quand même... Non, il faut quand même... il faut quand même coûte cher profiter... à la collectivité nationale et elle doit jouer son rôle. non, moi, je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que l'APA, il nous téléphone, il nous envoie des messages, il nous parle de tel ou tel sujet en disant attention, faites attention, c'est déjà pas Ça mal. m'a même étonné. L'autre Donc, jour, c'est il quand y a même- des c'est quand débats même- que vous avez organisés ici qui valaient vraiment en blanc. Ah ben, c'est ce que vous de la croyez, part de voyez, la voyez, APA. c'est ce que vous croyez. De toute Donc, façon, j'ai même produit, je me rappelle, un Merci édito d'avoir très introduit, critique. merci par rapport d'avoir à ça. introduit là vous venez de m'introduire en fait la deuxième partie de cette émission. On sait que le président Mohamed Abdelaziz, il a affiché sa détermination à combattre l'extrémisme en parlant de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance dans son discours là. Ouais. Il dit le peuple mauritanien est connu pour sa solidarité, sa tolérance, sa convivialité, sa fraternité. Donc en fait, pour d'autres acteurs politiques, la véritable menace qui pèse sur l'unité nationale hypothèque l'existence même du pays et la volonté manifeste de l'État poussée par les forces les plus rétrogrades. Donc le journaliste aujourd'hui se retrouve, l'expression unité nationale est aujourd'hui source de nombreuses controverses. Les journalistes sont accusés d'avoir porté atteinte à l'unité nationale et à la paix sociale pour n'avoir pas joué convenablement leur mission. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses, M. Omar? Vous savez, aujourd'hui, en fait, ce thème d'unité nationale est battu en brèche partout. Donc, tout de suite, lorsque je venais vous voir, je suis passé devant le Maison des Jeunes et j'ai vu que l'UPR organise aujourd'hui une soirée de réflexion sur le thème de l'unité nationale. C'est grâce aux journalistes, ce débat que nous avons organisé. Oui, mais l'unité nationale a toujours été un problème pendant depuis la naissance de ce pays-là. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est... moi, je pense que les principaux fossoyeurs de l'unité nationale, c'est l'élite. Parce qu'en fait, c'était elle qui pervertit un peu l'information à son profit, à des fins personnelles. Et je ne pense pas que les populations montagniennes sont réellement en cette s'entre-déchirent réellement. Je crois qu'on a quand même un ciment assez important, des ciments assez importants qu'il faut préserver. Et que les populations laissées à elles-mêmes, en fait, je crois que c'est la question de l'unité. Je crois que ce sont des intellos et les journalistes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les principales plaies qui ont porté à préjudice à l'unité nationale, ce ne sont pas les journalistes qui les ont fait. Ce ne sont pas les journalistes qui ont déporté des Mauritaniens, ce ne sont pas des journalistes qui ont réduit quelqu'un en esclavage, ce ne sont pas des journalistes qui ont commis des exécutions extrajudiciaires. Donc, vous savez, nous, on est là, au contraire. C'est des plaies qui existent, mais elles ont été ouvertes par des journalistes. Des journalistes qui ont créé les discours extrémistes. Parce que les discours extrémistes, ils existaient même avant la presse. Vous savez, tous ces mouvements politiques qui sont là aujourd'hui sont nés du sillage
des événements qui se sont produits dans ce pays les années 69, 66, 68. C'est pas la faute. La faute 79. Bien avant. C'est notre. Bien avant. 89. Donc c'est notre système social qui est à bout de souffle. Donc nous, aujourd'hui, on est plutôt en train de jouer aux pompiers parce que nous avons des discours extrémistes qui viennent nous voir. Parfois on accompagne, parfois on censure. Et tout récemment, nous avons assisté à la naissance d'un nouveau discours extrémiste qui est une réponse à un discours extrémiste. Est-ce que ce discours n'a pas été créé par des journalistes, entre guillemets? Oui, parce que quand même, le baptême de feu, c'était à Louatania. Oui, mais Louatania, c'est des journalistes. Louatania, c'est des journalistes. Moi, je pense que ça dépend du traitement de l'information. Je pense que ça dépend de comment le journaliste traite l'information. Si, par exemple, la situation est grave, comme c'est le cas actuellement, avec une montée de revendications identitaires, avec une radicalisation du discours, avec une stigmatisation, etc., etc. Si, par exemple, le journaliste se fait l'écho de certains groupes, de certains groupuscules politiques, il est clair que ce journaliste est en train d'envenimer la situation, de mettre l'huile sur le feu. Donc, il contribue d'une certaine façon à l'aggravation de la situation. Si, par exemple, en débat à l'Ouattania, un invité ose dire, oui, que la Mauritanie dans son imaginaire, il essaie de définir ce que c'est que la Mauritanie dans son imaginaire au détriment des autres, il crée un clash. C'est la porte ouverte au scénario d'explosion sociale. Justement, il devait y avoir une certaine régulation de la part du journaliste modérateur pour que ce genre de discours ne se propage pas et ne fasse pas, justement, si vous voulez, tache d'huile. Parce que ça peut créer des réactions tout de suite. Et ça donc, les radios mille collines, nous avons vu. Excusez-moi, là on ne revient pas parce que Radio Mille Combien de fois, un éditorial a tout de suite fait basculer un pays. Oui, mais attention, le fait de nourrir l'acte verbal violent avec la succession des paroles et d'injures, c'est grave, je suis tout à fait d'accord. Ça va mener à un cercle vicieux qui aboutit à une violence physique. Donc c'est pourquoi j'ai dit ça dépend de la manière. Mais attention, le discours de haine et d'intimidation que... Quand vous parlez de la radio Mille Collines, dans le génocide rwandais, ou de la presse d'ailleurs ivoirienne dans la guerre civile ivoirienne, tout ça n'est pas loin. Même on l'a connu en Mauritanie. Nous l'avons connu en Mauritanie. Donc au-delà de la diffamation, c'est une véritable entreprise d'incitation à la haine, ces télévisions ou ces radios. Donc c'est quand même un problème. Bien sûr, mais au niveau de la presse écrite, et au niveau de la presse écrite. Un peu moins au niveau de la presse écrite. Un peu moins. Parce qu'en fait, chez nous, nous avons la possibilité... Oui, parce que la télé, c'est dangereux. Je suis d'accord, c'est pas la même chose. Parce que quand on entend ces provocations, un citoyen lambda est tenté par des actes violents. Parce que c'est dans tous les foyers. Oui, donc il faut mettre en place pour vous, en fait, pour vous, à tout le monde, ça veut dire à vouloir laisser la liberté de parole à n'importe quel abruti, entre guillemets, on arrive à des drames, c'est ça? Bien sûr. Donc on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, comme on dit parfois, trop de liberté tue la liberté. Donc, effectivement, il faut pas revenir en arrière quand même. Ouais. Oui, je sais, mais quand même, il faut quand même si on n'avance pas, on revient en arrière. Il faut avoir quand même des outils de contrôle et de régulation de cette presse, sinon on va dans une... Monsieur Selmou, je vous pose la question parce que on nous reste une minute. D'un autre côté, en fait. Dès que vous avez un auditeur ou un invité qui se met à faire de la haine raciale, de la stigmatisation d'une quelconque communauté, je dis bien d'une quelconque communauté, Mauritanien. Il ne faut pas avoir une sensibilité sélective. Il faut couper. D'un autre côté. Parce que ça s'appelle jeter l'huile sur le feu. Parce que cet extrémiste-là. D'un autre côté. À la réaction d'un autre extrémiste. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est clair. D'un autre côté, en fait, ceux qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de problème, ils nous brandissent des discours du genre ah, ça c'est mauvais pour le national, c'est une atteinte de la sécurité de l'État. À chaque fois qu'on essaye de parler de la moindre occasion, on ne peut plus critiquer la discrimination raciale, on ne peut plus critiquer la discrimination ethnique, ni de la propagande régionaliste, c'est un problème aussi. On doit la critiquer, mais le grand problème, c'est qu'on ne doit pas responsabiliser une communauté pour ces discriminations-là. On doit responsabiliser les systèmes ou le gouvernement. Non, mais on est en train de noyer le poisson. On ne peut plus critiquer quoi que ce soit en disant attention. Parce qu'il y a une organisation des droits de l'homme qui tient un discours radical, on ne doit pas responsabiliser la communauté dont sont les principaux acteurs de ces discours-là. Donc il faut faire la part des choses. Ce qu'il faut refuser, c'est la généralisation. C'est la généralisation. En fait, vous comprenez ma question. Donc, comment contrer, en fait, c'est nostalgique. Excusez-moi, une seconde. On est dans l'embarras. Est-ce qu'il faut taire, est-ce qu'il faut en parler? Comment contrer ces nostalgiques de l'esclavage? Par exemple, on ne peut pas regarder froidement les faits et ne pas dénoncer l'angélisme de ceux qui n'a pas de problème. Je pense que tout dépend, comme je l'ai dit, de la manière, des approches à faire. Parce que dans un débat, il faut qu'il y ait une approche très claire pour que les gens ne dérivent pas.
Mais s'il n'y a pas d'approche, s'il n'y a pas de conduite saine des débats, chacun va dire ce qu'il veut. Et c'est ça qui crée des problèmes, justement. Maintenant, la responsabilité de l'État dans l'unité nationale, elle est fondamentale. Parce que, justement, c'est l'État qui, à chaque fois que certains veulent faire des revendications, je prends l'exemple de Ira, la solution, ce n'est pas d'enfermer les gens. La solution, c'est d'écouter, justement, ces revendications et de voir dans quelle mesure des solutions peuvent être apportées. Mais pas d'aller battre des campagnes pour aller distribuer des poignées de, je ne sais pas moi, de riz, pour dire oui, voilà. C'est malheureusement Moi, je crois que ces gens qui ne veulent pas que nous prêtions, que nous avançons, ne veulent pas que nous traitons. Et ils nous parlent de... C'est dangereux pour l'unité nationale. Il faut parce qu'en fait, on a les bras croisés, on fait quoi? On ne peut pas dire tous les problèmes. Il y a eu après le départ de Volta, les gens se sont retrouvés autour de toutes les questions. On a discuté, on a fait des esquisses de solutions, il n'y a pas eu de feu. Même durant le temps, avec le forum du RDI, toutes les questions ont été discutées. Mais il n'y a pas d'occasion où... Excusez-moi, une seconde, je rappelle que Radio Mille Collines, qui est d'ailleurs une télévision, c'est la RTLM. Oui. Moi, j'ai connu une très grande présentatrice de télévision à RTLM, à Kigali. Dès qu'il y a généralisation... Elle n'est pas aussi sinistre qu'on pourrait l'imaginer, c'est ça le grave, parce qu'on passait de la musique zaïroise à l'époque, où on y parlait même un langage qui fait rigoler les gens, et malheureusement ça, c'est des racistes. C'est grave. Donc, les résultats, c'est quoi? C'est 500 000 morts. 800 000, plus de 800 000 morts. 500 000 morts. Les résultats, c'est quoi? C'est grave. Parce qu'on est parti stigmatiser une communauté. On est parti la présenter comme étant responsable et les gens sont sortis avec des machettes et des haches. Donc le journaliste aujourd'hui, le journaliste aujourd'hui est assis entre deux chaises. C'est ça le vrai problème. Non, les journalistes doivent assumer ça. Allez, chers téléspectateurs, ce serait le mot de la fin, chers téléspectateurs. Je les remercie pour vous, M. Omar Mokhtar, directeur de l'Authentique, M. Issel Moulsalehi, qui est directeur de Halil, et Cheikh Tidjane Dia, directeur du Rénovateur. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci et au revoir.